Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et je souhaite que vous passiez avec nous un très agréable moment. Alors allons-y. Let's do it. I have good news for you. C'est le de la Formule Express. J'adore ça. Ah bon? On fait pas chier. On essaye? Allez. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Retour à l'écran qui démarre aujourd'hui sa 3e saison de remise en lumière des films des années 70, 80 et 90. Et oui déjà. Pour l'occasion, Max nous a concocté un nouveau générique pour la Formule Express que vous venez d'entendre et tous les trois, nous vous promettons une saison avec de belles surprises, vous verrez. Aujourd'hui, j'ouvre le bal avec un long numéro express consacré à un film à l'esthétique marquée et fascinante, La Féline. Sorti en 1982 avec entre autres Nastasia Kinski et Malcolm McDowell, c'est le dernier véritable film de studio pour son réalisateur, Paul Schrader. Vous allez découvrir les coulisses de cette luxueuse production, très complexe d'un point de vue technique, logistique et artistique. C'est une fable érotico-fantastique sur la passion et le trouble qui entourent le premier amour d'une jeune fille capable de se transformer en panthère noire. Un amour passionnel qu'on retrouve aussi bien à l'écran que sur le plateau. Quand le désir et le sexe se mélangent au sang, l'humain et la bête ne font qu'un. Ça parle de mythologie, d'éros, ça aborde les vérités fondamentales de la sexualité qui se sont toujours exprimées dans nos rêves, dans nos cauchemars, dans nos légendes et dans les mythes à travers le temps. Après la mort de ses parents adoptifs, Irena part pour la Nouvelle-Orléans. Elle retrouve Paul, son frère aîné qu'elle n'a pas revu depuis l'enfance. Mais elle fait également la rencontre d'Oliver, un gentil zoologiste qui est troublé par elle. Encore vierge et s'éveillant à la sexualité, Irena apprend également l'histoire de sa famille et de ses ancêtres. Il y a des années, nos ancêtres sacrifiaient leurs enfants aux panthères. Et les âmes de ces enfants grandirent dans les cœurs et les corps de ces panthères, qui peu à peu devinrent humaines. Nous étions des dieux alors. Nous sommes une race incestueuse. Nous ne pouvons faire l'amour qu'entre nous. Sinon, nous nous métamorphosons. Et avant de redevenir des humains, nous tuons. Il nous faut tuer. Sois la bienvenue chez toi. Au cœur des années 70, à Hollywood, les techniques d'effets spéciaux visuels et de maquillage se perfectionnent et entrent doucement dans un véritable âge d'or. Hollywood se lance alors dans une série de remakes afin de dépoussiérer quelques fleurons du film fantastique en noir et blanc des années 30, 40 et 50. En quelques années, les spectateurs ont droit à un remake en couleur de King Kong et une nouvelle version de L'Invasion des profanateurs de sépulture. C'est dans cette mouvance que le studio Universal cherche à réactualiser certains films fantastiques de son catalogue. C'est le cas du Dracula de Bram Stoker qui aura le droit à une nouvelle adaptation en 1979 par John Badham. Et dans les tuyaux, un certain John Carpenter prépare le remake d'un film de la RKO Studio, La chose d'un autre monde, réalisé par Christian Libby et Howard Hawks, qui s'appellera The Thing. C'est dans ce contexte que le producteur anglais Milton Subotsky tente enfin de développer une idée qu'il a eue en 1963, celle d'un remake d'un classique en noir et blanc de 1942, produit également par la RKO, Cat People, traduit en français par La Féline. Across the centuries comes this exciting story of a modern girl cursed by an ancient legend. The legend of the Cat People. Women whose kiss means death, whose love turns them into vicious, snarling beasts of prey. Produit en 1942 pour $134 000 par le légendaire Val Newton et écrit par le scénariste DeWitt Bodin, La Féline se déroule à New York. Oliver, un ingénieur naval, se marie avec Irena, une styliste qui est persuadée d'être la descendante de personnes qui peuvent se transformer en panthères. La jeune femme refuse donc de consommer son mariage car elle craint de ne pas pouvoir maîtriser ses émotions et donc de se transformer. Mais Irena apprend qu'Oliver, son mari, s'est confié à sa séduisante collègue Alice et se sent alors trahi. Au-delà de la mythologie de son histoire, le sous-texte du film est très psychanalytique. Parce que la potentielle métamorphose en fauve que la jeune femme tente de contenir peut être lue comme des pulsions réprimées et inavouables dans l'Amérique puritaine de l'époque. Mais La Féline, c'est aussi une série B qui reste célèbre pour plusieurs raisons. Le réalisateur Jacques Tourneur et le producteur Val Newton s'accommodent d'un tout petit budget grâce à une utilisation ingénieuse des ombres, de la lumière et du son qui feront école. La place du hors-champ est donc prépondérante et le fantastique est ici plus suggéré que montré, on va dire. La scène la plus connue du film est pleine de tension et se déroule dans une piscine plongée dans la pénombre.
Irena poursuit et terrorise Alice, sa rivale amoureuse, à la piscine de son hôtel. On entend des grognements de panthères, on perçoit vaguement l'ombre d'un félin. La séquence se termine par le cri strident d'Alice alors qu'Irena rallume la lumière. Lors d'une autre séquence forte, nocturne et quasi silencieuse, la jeune femme est suivie dans une rue déserte. Le surgissement d'un bus dans le cadre avec un bref chuintement mélangé à un grognement de panthère est un véritable choc pour le spectateur de l'époque. C'est littéralement l'origine du jumpscare tel que le pratiquent tous les films d'horreur depuis. Come on, sister. Are you riding with me or ain't you? Et à sa sortie en décembre 1942, La Féline devient le succès au box-office qui aide le studio RKO à se remettre d'aplomb après la sortie salle de Citizen Kane d'Orson Welles, qui n'a pas eu les recettes escomptées. 2 ans plus tard, La Féline a d'ailleurs droit à une pseudo-suite, La Malédiction des Hommes-Chats, qui est intéressante mais ne restera pas vraiment dans les mémoires. Retour dans les années 70, Milton Subotsky envisage donc un remake du film de Turner, mais en 3D cette fois, et avec un budget de $700 000. Subotsky et son associé américain Mark Rosenberg ont déjà produit plusieurs films via la Amicus, une société de production anglaise concurrente de la célèbre Hammer Film. Mark Rosenberg en parle aussi au producteur de télé américaine spécialisé dans le genre, Charles Fries. Les 3 hommes se mettent d'accord et Milton Subotsky engage 2 jeunes scénaristes pour faire un petit traitement. Mais malheureusement, la Amicus fait faillite et Milton Subotsky perd son partenariat avec Mark Rosenberg. Il laisse alors tomber le projet, mais le producteur télé Charles Fries, lui, est toujours emballé par cette idée. D'ailleurs, il vient tout juste de produire le téléfilm Le Cri du Loup, écrit par Richard Matheson et réalisé par Dan Curtis, avec un Peter Graves qui enquête sur des meurtres qu'on attribue à un loup-garou. Charles Fries est convaincu que la simplicité et la force du récit de La Féline se prêteraient bien à un remake en couleur et avec des effets spéciaux modernes. Il en parle à une productrice exécutive chez Universal qui missionne le scénariste Alan Ormsby d'écrire une nouvelle histoire à partir de cette idée. Alan Ormsby, c'est le scénariste du film d'horreur D-Range qu'il a co-réalisé en 1974 et qui est une sorte de croisement entre Psychose et Massacre à la tronçonneuse où l'on suit les agissements d'un tueur en série. La même année, il scénarise Dead of Night, le mort-vivant de Bob Clark, qui aborde sous les biais de l'horreur le retour compliqué des vétérans du Vietnam sur le sol américain. Alan Ormsby est intéressé et se met au travail. Il conserve la trame générale et la triangulaire amoureuse Irena, Oliver, Alice. Il garde également la séquence de la piscine, celle du bus et également une autre séquence dans un bar avec Irena et Alice qui discutent et une mystérieuse 3e femme qui vient parler à Irena. Mais le scénariste change tout le reste. Il déplace l'intrigue se déroulant à New York dans le film original vers la Nouvelle-Orléans. C'est sans doute la ville la moins américaine des États-Unis, avec une belle diversité culturelle et historique plus forte qu'ailleurs. Les traditions des Caraïbes et le vaudou y sont bien présents, ce qui donne instantanément un ton plus horrifique et onirique. Le scénariste recentre aussi l'action autour du zoo, et enfin il transforme même les personnages d'Oliver et d'Alice, la rivale amoureuse, qui deviennent directement des zoologistes. Dans un premier temps, c'est Roger Vadim, le réalisateur de Et Dieu créa la femme et de Barbarella avec Jane Fonda, qui est rattaché au projet. Mais les résultats des derniers films de Vadim ne rassurent pas vraiment Universal. Il est écarté et on pense alors à Paul Schrader qui vient tout juste de signer un succès pour le studio avec American Gigolo. Paul Schrader, c'est cet ancien critique de cinéma qui n'a vu aucun film avant ses 17 ans à cause de son éducation calviniste et qui se lance dans le cinéma en 1973 en signant le scénario de Yakuza de Sidney Pollack avec Robert Mitchum et Ken Takakura qui sort en 1975 et il a alors 28 ans. On lui doit bien sûr les scénarios de Taxi Driver, Palme d'Or à Cannes en 1976 et Raging Bull, tous deux réalisés par Martin Scorsese, mais aussi Obsession de Brian De Palma et Rolling Thunder de John Flynn. Des scénarios qui explorent les notions de rédemption, de culpabilité et qui se déroulent dans un climat de violence sourde. Une violence qui éclate parfois, mais de manière froide, glaçante. Et à travers son travail, on sent que Schrader est un personnage complexe et torturé. Il commence d'ailleurs à être connu à Hollywood comme quelqu'un de pas toujours très facile. Toujours critique vis-à-vis de la société américaine, c'est aussi l'auteur-réalisateur de Blue Collar, son premier film, en 1978. Un an plus tard, il livre Le Désabusé Hardcore, dans lequel le grand George C. Scott part à la recherche de sa fille et infiltre un milieu de la pornographie totalement sordide. Enfin, il enchaîne et ausculte encore l'industrie du sexe avec American Gigolo, dans lequel Richard Gere est injustement soupçonné d'avoir tué la femme d'un homme d'affaires avec qui il a passé la nuit.
His name is Julian Kay. So what you expected? His business is pleasure. He is the American Gigolo. Joli succès de l'année 1980, American Gigolo fait partie de ces films avec le solitaire de Michael Mann qui annonce l'esthétisme clinquant du cinéma des années 80 tout en gardant un pied dans l'exigence de celui des années 70. Deux films d'ailleurs produits par un jeune Jerry Bruckheimer dont la patte se fait déjà sentir sur le marketing, l'utilisation de la pop music et le visuel du film tel qu'il les pratiquera sur Flashdance, Le Flic de Beverly Hills ou Top Gun. Et pour obtenir ce style visuel, justement, Paul Schrader s'est entouré du chef opérateur californien John Bailey, qui venait de signer l'image du film de Robert Redford, Des gens comme les autres. Mais surtout, il fait venir d'Italie le décorateur italien Ferdinando Scarfiotti. Ces décors du Conformiste et du Dernier Tango à Paris de Bertolucci ont fortement impressionné Schrader, grand amateur de cinéma européen. Enfin, celui qui signe la musique d'American Gigolo, c'est l'italien Giorgio Moroder, dont la bande originale oscarisée du Midnight Express d'Alan Parker est encore dans toutes les mémoires. Pour les besoins d'American Gigolo, il collabore avec le groupe de New Wave américain Blondie et signe le tube planétaire Call Me qui devient le thème principal du film. À cette étape de sa carrière, Paul Schrader aimerait beaucoup poursuivre le langage visuel amorcé par American Gigolo et aussi sortir du réalisme et du cadre strictement urbain. Mais comme il se sent alors en panne d'inspiration, le projet de la féline, qui coche toutes les cases, tombe à pic pour lui. D'autre part, Paul Schrader n'a pas du tout la même attache au film original que ses amis réalisateurs. Je sais que beaucoup de gens adorent le premier film, Scorsese l'adore. Mais moi j'y étais indifférent. Il n'avait pas marqué mon enfance ou mon entourage, et donc je n'avais aucun souvenir du film. Paul Schrader lit le scénario d'Alan Ormsby. Il est séduit par certains aspects, notamment la symbolique autour de l'union, et l'utilisation de l'image de l'animal pour figurer l'émoi sexuel. Mais il propose tout de même des changements. Il trouble la relation entre Oliver et Alice, la collègue zoologiste et rivale amoureuse d'Irena. Cette fois, on sent qu'ils ont été amants et qu'ils sont restés copains, mais à tout moment, leur relation peut de nouveau basculer. Dans cette version du scénario, la fin se déroule dans un bâtiment sombre dans les marais. Oliver et d'autres personnages assiègent le bâtiment et tuent le félin en le brûlant. Mais Schrader juge ce final trop prévisible et surtout trop film d'horreur. Il propose qu'au lieu de tuer le monstre, le personnage masculin fasse l'amour au monstre, puis le garde dans une sorte de sanctuaire. En faisant ça, Paul Schrader pense au poète florentin Dante Alighieri et à sa muse Béatrice. L'obsession d'Oliver pour Irena provient de son complexe Béatrice, le fait de mettre les femmes sur un piédestal. C'est un conservateur du zoo qui aime davantage les animaux que les hommes, qui a toujours recherché un objet, une icône à vénérer, et qui finit par la trouver. Mais son problème, c'est la dualité de la nature de la femme qu'il aime. Mais finalement, c'est plus un avantage qu'un inconvénient, parce qu'il peut la mettre sur un piédestal et la conserver dans sa propre petite chapelle. Pour le réalisateur, l'idée de l'humain qui se transforme en animal pendant un acte sexuel est à la fois un thème jungien et très freudien. Cela nous renvoie au cœur de notre nature animale. Au-delà de ces séquences horrifiques, Schrader injecte donc des idées autour de la zoophilie, du bondage, de la perversité et même de l'inceste. Le réalisateur décrit la féline avec humour en disant qu'il contient plus de nudité que de sang. Et c'est totalement intentionnel car Schrader essaye de provoquer le spectateur. Il me semble, si je me souviens bien, après toutes ces années, qu'à l'époque je me disais « Fais miroiter du sexe, mais montre de la violence. Et fais miroiter de la violence et donne-leur du sexe. » Par ailleurs, pour Schrader, le mythe du film n'a pas besoin d'être crédible, mais cohérent. C'est avant tout une fable au réalisme magique. C'est pour cela que le film démarre avec la légende du peuple félin, un autre ajout de Schrader. La féline redonne à Paul Schrader l'envie de créer, et le processus d'écriture agit sur lui comme une thérapie. La collaboration entre Ormsby et Schrader se passe très bien. Le casting démarre début 1981. Pour le rôle d'Irena, l'américaine Bo Derek est d'abord envisagée. Mais au même moment, Paul Schrader passe sur l'impressionnant plateau de tournage de Coup de cœur de son ami Francis Ford Coppola. Et il tombe sous le charme d'une comédienne allemande aux cheveux courts, Nastasia Kinski.
C'est la fille du très torturé Klaus Kinski, l'inoubliable mégalomane dans le film Aguirre ou la colère des dieux de Werner Herzog, qui joue aussi le Nosferatu dans le remake du même Herzog en 1979. Nastasia se fait connaître dans le film Tess de Roman Polanski, qui lui permet d'obtenir le César de la meilleure actrice en 1980 et une nomination aux Golden Globes. Le personnage d'Irena nécessite une comédienne crédible en vierge, donc elle doit être jeune, mais Schrader aimerait aussi qu'elle ne soit pas trop typée, pas spécifiquement américaine ni française. Elle doit être jolie, talentueuse, et Nastasia Kinski remplit tous ces critères, et même un peu plus pour Schrader. Francis Coppola lui avait fait une coupe au carré pour coup de cœur. Elle avait encore les cheveux courts, et je trouvais ça superbe, très sexy. Ça collait bien avec l'aspect félin. Je la trouvais incandescente. Il n'y avait pas besoin de l'éclairer, la lumière, c'était elle. Et ce film l'a saisie juste au bon moment. Tenez, prenez ça. Non, je crois pas au remède. Ce n'est que de l'aspirine. Non, merci, je suis très fatiguée, c'est tout. Je suis arrivée en avion avant-hier. J'ai visité la ville et aujourd'hui j'ai oublié de dîner. Quand vous vous êtes lancé à mes trousses, j'ai perdu la tête. Oh, oui, je vois. Oui, c'est très souvent l'effet que je fais aux femmes. C'est vrai, ça? Non, je plaisantais. Le personnage d'Oliver est un chic type, studieux, zoologiste, et il est un peu obsédé par cette femme. Le nom de William Hurt est d'abord avancé, mais pour Paul Schrader, c'est le comédien John Hurt qui incarnerait le mieux cet Américain moyen qui se retrouve dans une situation qu'il dépasse. John Hurt, c'est un solide comédien qui vient de tenir le haut de l'affiche dans quelques films et surtout La blessure aux côtés de Jeff Bridges. John Hurt décline d'abord la proposition car il pense que La Féline est une sorte de film porno, mais il est rapidement rassuré par Paul Schrader et rejoint l'équipe. Si tu veux te faire un gars, tu peux trouver beaucoup mieux, crois-moi. Je voulais simplement être polie et gentille. Je n'essayais nullement de me faire un gars. Entre nous, l'un n'empêche pas l'autre. C'est possible, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai jamais connu quelqu'un qui m'intéresse assez pour aller au lit avec lui. Jamais? Jusqu'à maintenant, non. C'est vrai? T'es encore vierge? Pour le rôle d'Alice, la rivale amoureuse d'Irena, c'est la jeune Annette O'Toole qui est retenue. Cette comédienne, rousse aux yeux clairs, n'a fait que quelques seconds rôles, mais elle a déjà une solide expérience. Et on la retrouvera par la suite dans 48 heures de Walter Hill et Superman 3. Et pour Schrader, son physique contraste idéalement avec celui de Kinski. Tu veux qu'il te baise, c'est ça? Tu en rêves, hein? Tu le vois en train de te baiser. Tout ton corps a la fièvre, il te dévore. Toute ta peau l'appelle, toute ta chair. Ta bouche est brûlante, tes seins sont brûlants. Et tu mouilles entre les cuisses. C'est pas... Toutes les fois que ça se produit, tu te dis qu'assurément c'est l'amour. Mais non. C'est la mort. Le sang. Tu n'échapperas pas à ce cauchemar sans moi. Et je n'y échapperai pas sans toi. Enfin, pour le rôle du frère d'Irena, Paul, la production contacte Malcolm McDowell, le Alex d'Orange Mécanique. Ce comédien anglais au regard perçant est capable de jouer un H.G. Wells un peu coincé dans le génial C'était demain et d'enchaîner sur le dépravé Caligula, le film de tous les excès de Tinto Brass. Je voulais Malcolm pour ce rôle. Parce que ce rôle est très caricatural, presque ridicule. Et même s'il n'avait pas suivi une formation shakespearienne classique, il avait fait beaucoup de théâtre en Angleterre. Et ces Anglais sont très forts pour débiter des dialogues sans queue ni tête. Alec Guinness et Anthony Hopkins, par exemple, ont fait de belles carrières dans des emplois très distingués. Ou plutôt en donnant un ton distingué à des dialogues bizarres. Au départ, McDowell n'est pas vraiment intéressé car il n'aime pas le film original, mais les échanges passionnés avec Paul Schrader lui font changer d'avis. Paul aspirait à en faire un film très érotique. Parce qu'il savait que c'était ça le sujet, que c'était ça qui intéresserait les gens, et qu'ils iraient voir le film pour cette raison. Avec de nouveau comme producteur exécutif Jerry Bruckheimer, le tournage débute le 4 avril 1981.
Après environ 3 semaines d'extérieur en Louisiane, l'équipe rentrera en Californie pour continuer en studio pendant 6 semaines. Et pour ce tournage, Schrader s'est entouré du duo gagnant d'American Gigolo, le chef opérateur John Bailey à l'image et surtout Ferdinando Scarfiotti à la déco. Même s'il est crédité en tant que simple consultant visuel parce qu'il n'était pas membre du syndicat à l'époque, c'est bien Scarfiotti qui est le chef décorateur du film. Comme ce fut le cas sur American Gigolo et comme ça sera plus tard sur des films comme Scarface de De Palma, Le Dernier Empereur de Bertolucci ou encore Toys de Barry Levinson. Scarfiotti s'occupe du design du zoo. Il fait fabriquer des fausses statues de félins, qu'on retrouvera d'ailleurs dans d'autres films comme Retour vers le futur, car la Universal a conservé les moules. Puis il dessine et fait construire la section des grands félins que l'on voit dans le film, cette rue du zoo avec des cages de chaque côté, des murs en briques. Et c'est une prouesse car il s'agit d'un mélange entre un extérieur de 3 étages et un décor très réaliste et crédible pourtant construit au studio de la Universal. Une technique qui permet à Schrader et John Bailey des mouvements de grue complexes où l'on passe de l'extérieur à l'intérieur du zoo en un seul plan séquence. D'ailleurs, l'organisation des lieux du zoo est improbable avec ses secrétaires travaillant au-dessus des animaux par exemple, mais pour Schrader, ce n'est pas grave, c'est ça la magie du cinéma. Ce décor nécessite toutefois des fondations pour qu'il soit solide, et c'est un véritable luxe. Un luxe permis par la Paramount qui croit au film tellement que le studio alloue un budget conséquent de 18 millions de dollars. À titre indicatif, E.T. a été produit pour 10 millions de dollars et Conan le Barbare 20 millions de dollars. Et la cave? Je sais, vous allez me dire que vous ignorez ce qui se passe à la cave, hein? En bas, à la cave? Je n'y mets jamais les pieds. Autre décor important, l'intérieur de la maison où vit Paul, le frère d'Irena. C'est encore un décor de studio qui comporte 2 étages qui permet de passer du salon et monter à l'étage. Scarfiotti trouve tous les lieux de tournage et établit ainsi une palette de couleurs pour tout le film. Il y a souvent une sorte de gris-bleu avec un éclat de rouge, mais aussi surtout un contraste régulier entre le saumon et le citron vert. Mais il fait même plus que ça sur la féline. Il impose sa manière de faire. Personne n'a le droit de voir le décor avant qu'il ne soit terminé. Il ne montre que les dessins et les maquettes et ensuite impose tous les angles de vue possibles à partir desquels il a conçu le décor. Il a donc une influence considérable sur le plateau. Il peut même arrêter le tournage si quelque chose ne fonctionne pas. Et tout ça avec la bénédiction de Schrader. Ça engendrait parfois des tensions sur le plateau. Parce qu'il avait l'air d'un aristocrate. Il avait un accent italien. Il était homosexuel. Il arrivait sur le plateau et se comportait comme si c'était le sien. Parce que c'était réellement son plateau. J'ai même tenté le titre suivant, un film de Paul Schrader et de Ferdinando Scarfiotti. Mais les syndicats, ou le studio, je ne sais plus, l'a interdit pour éviter de créer un précédent. Et il a fallu quelques semaines à mon équipe pour accepter que ce chef décorateur avait un pouvoir et une influence inhabituels. Scarfiotti imagine également le générique avec la découverte des squelettes enfouis sous le sable orange qui apparaissent progressivement car le vent balaye le sable. En effet, Schrader souhaite un prologue très théâtral, situé dans le désert pour placer l'ambiance fantastique dès le début. D'ailleurs, la couleur orange de ce sable est toxique et provoque des malaises et des nausées chez plusieurs membres de l'équipe. Ce désert est tourné en studio, avec également des maquettes et des matte paintings, des peintures sur verre pour étendre le décor, qui sont réalisées par le vétéran 2 fois oscarisé Albert Whitlock. Et juste avant de partir travailler sur The Thing de John Carpenter, Whitlock se charge également d'un matte painting de l'extérieur du zoo, qui est bluffant de réalisme. Il y a également des passages dans le film où on voit des visions subjectives de Nastasia en panthère. En 1981, les images générées par ordinateur n'en sont qu'à leur balbutiement. Dès lors, il faut obtenir des images surnaturelles et étranges avec un savant mélange de gélatine colorée, d'animaux peints au moment du tournage, notamment un lapin et un serpent, pour pouvoir ensuite travailler les couleurs lors du tirage optique. Et c'est l'artiste visuel Robert Blalock, cofondateur d'Industrial Light and Magic sur Star Wars, qui souffle l'idée à la production. Et normalement, vous connaissez son nom si vous avez écouté notre grand format consacré à Wolfen, puisque c'est Blalock qui a mis au point les vues subjectives des loups dans ce film qui est sorti 1 an plus tôt. Toujours au rayon des effets, il y a évidemment des maquillages prosthétiques signés par les frères Burman. Ils ont déjà signé les maquillages des films comme L'île du Docteur Moreau, L'invasion des profanateurs ou encore Exterminator. Au programme, une cheville sévèrement griffée, des cadavres pleins de sang, le corps d'une panthère morte qui est disséqué, un bras arraché pour une séquence réaliste et choquante, et bien sûr la transformation d'Irena en panthère.
Mais Schrader ne cherche toujours pas à réaliser un film d'horreur. Il ne souhaite pas suivre les traces du Loup-garou de Londres de John Landis ou du Hurlement de John Hante qui vient justement de sortir et qui contiennent chacun des monuments de transformation. Non, cette transformation doit être la plus simple possible et courte. À partir des moulages du visage du corps de Kinski, les Burman utilisent donc des prothèses qu'ils gonflent et dégonflent et tout est réalisé à même le plateau. Des lentilles de contact faites sur mesure complètent le tableau pour une séquence tout de même mémorable. Mais évidemment, l'un des plus gros enjeux du film, c'est de travailler avec de vrais félins. La panthère est un animal qui vit la nuit dans les arbres. Elle est impossible à dresser et il est donc difficile de travailler avec. L'équipe des effets de maquillage fabrique quelques animatroniques, des sortes d'automates radiocommandés, mais Schrader juge que les tests ne sont pas très convaincants. En réalité, pour le film, la production va opter pour des pumas qu'on va peindre en noir. Ce sont des animaux du désert qui s'adaptent bien au climat de la Californie et que l'on peut plus facilement dresser. Les dresseurs utilisent 2 ou 3 pumas pour n'en faire qu'un seul. Certains rugissent ou font une tâche précise, mais il faut de la patience, il faut garder son calme. Même avec cette technique, la production doit s'adapter et tourner autre chose si les pumas ne veulent pas travailler ce jour-là. Et pour certains plans, il s'agit de léopards qu'on peint en noir, car les léopards sont plus féroces que les pumas et font des bonds jusqu'à 5 mètres de hauteur. Mais ces actions sont très précises et dans un contexte très sécurisé. Par exemple, les enfants qui en général énervent les félins sont donc interdits de plateau. Même chose pour les femmes qui ont leurs règles, ce qui rend totalement instables les félins. Comme personne n'avait d'armes ou de tranquillisants, j'ai demandé au dresseur, Ron Oxley, est-ce qu'on ne devrait pas avoir quelque chose ? Il a dit non. Si l'un d'eux s'échappait, une arme ne servirait à rien. Vous n'auriez pas le temps de l'utiliser et ce serait dangereux pour les autres. Mais je lui ai dit, alors, comment je vais savoir qu'il y a un problème ? Et il me dit, dans ce cas, vous me verrez courir. Vous n'allez pas me croire. Vous savez ce que c'est ? Tenez-vous bien, c'est une panthère noire. Ne me demandez pas d'où elle vient, nous n'en savons rien. Elle a attaqué une prostituée hier soir, mais la fille s'en est tirée. La bête est enfermée dans une chambre là-haut. Tenez, regardez. Il y a une séquence du film qui se déroule en plein jour où une panthère est retenue dans une chambre d'hôtel de passe. Il s'agit en fait d'un plateau sécurisé qui est une véritable cage métallique. Pour obtenir toutes les actions nécessaires de la panthère du film dans cette séquence, il faut ruser. Souvent, les félins s'immobilisent et se cachent dans un coin. Alors pour les provoquer, l'équipe installe de l'air comprimé dans les plaintes de la chambre d'hôtel et le chuintement bref rend les animaux très nerveux. Comme pour le reste du film, cette séquence est au final un mélange d'actions d'animaux différents. Il y a des plans calmes, des sauts de pumas, mais aussi des actions beaucoup plus nerveuses et agitées. Et ces actions-là sont faites par un léopard de Chine que Ron Oxley, le responsable de l'équipe de dressage, a acheté et teint en noir. Et ce léopard est très dangereux. En réalité, il doit même être euthanasié dans quelques heures car il est malheureusement devenu fou. C'est lui qui a été le plus enragé dans la séquence. À un moment, il fonce même vers la fenêtre de la chambre et s'y cogne. Une action qui n'était pas prévue mais enregistrée par la caméra. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas l'effrayer. Je nettoie les carreaux. Quoi ? Je lave les... Au rayon problème, le tournage n'en manque pas. Pour les séquences qui se déroulent dans une petite maison perdue dans le bayou, où Oliver et Irena se retirent vers le milieu du film, la grande difficulté c'est de tourner de nuit avec un nombre hallucinant de moustiques. Toute l'équipe avait été briefée de bien se couvrir, sauf 2 électriciens, et l'un d'eux termine à l'hôpital. Il est rejoint par la comédienne Annette O'Toole qui se blesse un peu plus tard. Je me préparais pour la scène du jogging dans le parc où je me sens suivi. Il y avait là-bas le même type d'herbe que là où j'ai grandi, du chien dent de bœuf. Ça fait des sortes de longues vrilles comme des plantes grimpantes, mais dans l'herbe. J'allais courir et mon pied s'est pris dans l'une de ces vrilles. Tout mon corps est parti en avant, mais mon pied, lui, n'a pas suivi. J'ai entendu crac et j'ai cru que mon pied était cassé. C'était au tout début de la séquence. On m'a emmené directement à l'hôpital, on m'a posé un plâtre et on m'a dit que j'avais des ligaments déchirés. C'était très ennuyeux et ils ont dû tout décaler. Je déteste causer des problèmes. Nous avons donc filmé d'autres scènes où on ne voit pas le plâtre. Il y en a une de nuit où il pleut et le plâtre a été trempé. On m'avait pourtant dit de ne pas mouiller mon plâtre, mais je ne pouvais pas l'éviter, il pleuvait des cordes. Pendant la nuit, le plâtre a commencé à rétrécir
et mon pied a enflé. J'ai dû retourner à l'hôpital. Quel cauchemar. Mais ils ne m'ont pas remis de plâtre. J'ai donc refait la scène du parc avant d'être totalement remise. Je courais avec un gros truc gonflable. C'est vraiment dingue ce qu'on fait pour un film. Pour la fameuse séquence de la piscine où Alice est seule dans l'eau et sentant la présence menaçante de la féline, il faut un véritable apport du remake par rapport à l'original qui fonctionne déjà très bien. Au-delà de la couleur, cette jolie lumière bleue, Paul Schrader et le chef opérateur se servent d'un tout nouveau système de caméra télécommandée placé sur une grue télescopique, ce qui leur permet de filmer la séquence en forte plongée, puis d'aller au plus près de la comédienne, juste au-dessus de l'eau et surtout de manière stable. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Annette O'Toole a joué cette séquence réellement seule. Il n'y avait qu'elle et la caméra montée sur cette grue dans la pièce, ce qui lui a permis de trouver plus facilement l'émotion juste. La spatialisation du son en Dolby Stereo est aussi un apport notable en termes de tension dans la séquence. Mais aussi et surtout, Alice est montrée seins nus, ce qui était complètement impossible à montrer à l'époque de l'original, à cause des normes de censure imposées à Hollywood par le fameux Code Hays de 1934 à 1966. Pour autant, Annette O'Toole est très à l'aise avec la nudité et comprend les besoins du réalisateur. J'ai adoré travailler avec Paul Schrader. Je faisais partie d'un groupe d'acteurs qui jouaient beaucoup à l'époque. Et beaucoup s'interrogeaient parce que Paul était scénariste. Comment il allait se comporter en tant que réalisateur ? Moi, je suis tombée amoureuse de sa méthode, de sa façon de diriger les acteurs. C'est vraiment un film d'artiste. Magnifiquement conçu, filmé, et en plus Paul nous laissait agir comme nous le sentions. Il choisissait ses comédiens et ensuite il leur lâchait la bride. Il a été vraiment formidable avec moi. J'ai beaucoup aimé le style de sa direction d'acteur. Tous ces éléments confèrent une ambiance étrange à cette séquence. Pour Schrader, le spectateur est ainsi plongé entre un voyeurisme lascif et la peur. Le film contient également des séquences de sexe explicites. Et pour le tournage de ces scènes, il faut en général de la confiance pour que les comédiens et les comédiennes ne se sentent pas exploités. Mais le problème ici, c'est que Nastasia Kinski et Paul Schrader ont une aventure passionnelle sur le plateau. Nastasia envahit littéralement la vie de Schrader qui est complètement chamboulée. Comme dans une étrange mise en abîme, à la manière de la passion Béatrice qui souhaitait traiter dans son film justement, Schrader cherche progressivement à déifier Nastasia, la mettre sur un piédestal. Mais il va aussi trop loin et demande des choses très osées en termes de sexualité et cherche des nus frontaux explicites de la comédienne. Le couple se déchire alors sur le plateau et Kinski termine en larmes. Parfois, Schrader ne sort même plus de sa loge. Il perd même d'ailleurs une journée entière comme ça. Furieux, Ned Tannen, le vice-président du studio, vient en personne secouer Paul Schrader. Pourtant, la jeune femme l'obsède. Il pense même à la demander en mariage au moment de la fête de fin de tournage. Mais Nastasia ne vient pas et coupe soudain toute communication avec lui. Quelques années plus tard, les deux ex-amants se retrouvent par hasard à Paris et Nastasia lui aurait dit « Paul, je baise toujours avec mes réalisateurs. Et avec toi, c'était difficile. » Tu aurais pu me tuer, moi. Je t'aime. Tue-moi. Non. Il le faut. Non. Alors libère-moi. Libère-moi. Le montage de La Féline, assuré par 3 monteurs et monteuses pendant le tournage, a lui aussi son petit lot de difficultés. La production fait d'ailleurs appel à Bud Smith, un proche collaborateur de William Friedkin et surtout un monteur aguerri qui a l'habitude d'intervenir sur des montages problématiques comme il le fera sur le Darkman de Sam Raimi quelques années plus tard. L'équipe doit d'ailleurs à la fin du tournage repartir en Louisiane pour une semaine supplémentaire afin de compléter des manques qui apparaissent dans le montage. Et certaines séquences sont écartées du film, notamment une scène onirique avec la mère d'Irena au corps de léopard qui est allongée à côté de Michael McDowell. En fait, Paul Schrader voulait rendre un hommage au tableau symboliste Les Caresses de l'artiste belge Fernand Knopf. Mais la séquence plutôt risible ne fonctionne pas vraiment.
Et donc dans la version finale de cette séquence onirique, c'est une panthère toute simple qu'on retrouve aux côtés de Malcolm McDowell. Et pour la musique... Ah, la musique, c'est le son Munich, le son Giorgio Moroder. Et cette fois, la musique électronique de Giorgio mélange sur 24 pistes des sons étranges, très sombres, et il expérimente aussi en jouant des instruments de batterie à l'envers. Très calé en musique, Jerry Bruckheimer veille au grain. Après Blondie, c'est carrément David Bowie en personne qui est invité. Giorgio lui prépare une démo de Putting Out Fire que David Bowie exalte avec des paroles dont il a le secret. Ensemble, ils enregistrent la voix de Bowie à Montreux, en Suisse, un matin entre 10h30 et midi. Giorgio Moroder est impressionné par la rapidité de David Bowie. Et juste en fin d'enregistrement, Paul Schrader demande à David Bowie de fredonner la mélodie. Et le reste appartient à l'histoire, comme on dit. La Féline sort le 2 avril 1982 aux États-Unis avec une classification R, Restricted, interdit aux moins de 17 ans. Finalement, il ne choque pas tant que ça, mais c'est surtout un échec cuisant. Il ne rapporte que 7 millions de dollars, même pas la moitié de son budget. Le film sort en France le 8 septembre 1982 et engrange un peu moins de 600 000 entrées, ce qui est plutôt honorable. Paul Schrader a un mariage brisé. Son film est un échec et son moral est au plus bas. Il se retire alors des plateaux hollywoodiens et tourne 3 ans plus tard, au Japon, un biopic sur Mishima. Et à son retour, toute l'industrie a changé. Les films qu'il avait fait avant étaient des films de studio, mais tous ceux qu'il va faire ensuite seront des films indépendants. La Féline est le dernier film où on lui a donné les moyens de construire des décors imposants. Et La Féline reste un film sensuel, étrange, envoûtant, avec une musique et une chanson géniales qui seront toutes les deux nommées au Golden Globe. Alors je vais pas en faire des caisses parce que j'ai déjà fait un long épisode dessus et je pense que vous avez compris que j'aimais vraiment ce film. C'est pas forcément mon film préféré, mais je le trouve vraiment fascinant, hypnotique, fiévreux, sensuel, et puis onirique, étrange. Il y a vraiment plein de détails. Moi, le film, visuellement, me fait penser à des sortes d'aquarelles un peu kitsch comme ça, et je trouve ça assez joli, très fin, très féminin. Même s'il y a un vrai regard masculin sur le film, évidemment, on va pas se le cacher, mais c'est vraiment hyper intéressant. C'est la lumière, c'est la musique, c'est la déco, la direction artistique, tout ça, ça va conférer au film vraiment une empreinte particulière qui, moi, me fascine vraiment. Écoute, Irena, écoute-moi bien, j'ai 34 ans. J'ai passé la plus grande partie de ma vie à chercher quelqu'un dont je puisse être réellement amoureux. Je t'ai trouvé et je ne veux pas te laisser partir. Je t'aime. Ah oui? Est-ce que tu m'aimerais avec la même ardeur si on ne devait jamais coucher ensemble? Voyons, ne dis pas de bêtises. Oh, c'est sérieux. Et je t'aime, et ce que je veux, c'est veiller sur toi. C'est la seule chose importante. Alors je connaissais le film, je me souviens d'avoir vu cette affiche avec une Nastasia Kinski éclairée en orange sous la pluie avec des yeux verts émeraude, et sur l'affiche française on a une panthère qui est cachée derrière elle qui est en train de rugir, et un title design avec marqué La Féline avec une sorte de coulure d'encre comme ça. C'était vraiment du plus bel effet. Je ne sais plus si je l'ai découvert en VHS, mais je connaissais son existence aussi. Mais je me souviens être devant la télé un dimanche soir, devant la 5, cette fameuse chaîne où on pouvait voir autant de classiques que de films déviants. Et je découvre le film que je suis venu chercher parce que j'adore le film de loup-garou. Et je trouve que La Féline, c'est quand même un film de loup-garou à la sauce féminine, finalement. Et je suis un peu déçu parce que la transformation, elle est très courte et finalement beaucoup moins impressionnante que celle de Hurlement et du loup-garou de Londres. Mais le film reste quand même en tête comme ça parce qu'il y a des séquences chocs et puis aussi un charme vénéneux. Il y a aussi une sexualité exacerbée, un peu étrange pour l'adolescent que j'étais. Et puis je l'ai revu bien plus tard, une fois devenu adulte, et là j'ai vu toute la patine, toute la dimension psychanalytique qu'a voulu mettre Paul Schrader. Et j'étais vraiment hyper emballé par ce que je voyais, en fait. Je trouve que c'est un très bon remake des années 80, au même titre que The Thing de Carpenter ou La Mouche de Cronenberg, qui sont eux-mêmes des remakes, qui ont été brillamment réactualisés dans leur thématique et puis
dans la technique aussi employée. C'est un peu le cas aussi de La Féline. Alors La Féline ne peut pas tutoyer The Thing et La Mouche, bien sûr, ces films sont nettement supérieurs, mais malgré tout, La Féline mérite d'être remis en lumière parce qu'il y a quand même beaucoup de qualité à l'intérieur de ce film que je vous invite à voir ou revoir si vous l'avez déjà vu. Le film est disponible sur support physique, dans des DVD Paramount plutôt corrects et trouvables d'occasion, et aussi un superbe combo Blu-ray DVD sorti en 2016 chez Elephant Film. Et enfin, il est disponible en achat ou en location sur plusieurs plateformes dont Filmo et Univers Ciné. Retrouvez tous nos anciens épisodes sur notre site retouralécran.fr et sur toutes vos plateformes d'écoute de podcasts préférées. Merci à tous nos fidèles auditeurs qui sont de plus en plus nombreux, vous n'imaginez pas combien ça nous fait plaisir. Et d'ailleurs, si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles et des likes pour faciliter notre référencement, ça serait super cool. Vous pouvez également nous suivre et pourquoi pas échanger avec nous sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. C'était Mick pour Retour à l'écran express, à bientôt pour un nouvel épisode. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back in full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.